Monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les membres de la famille d'Henri Dunant, Monsieur le secrétaire de la Fondation Maison du Four, Monsieur le président de la Société genevoise d'utilité publique, Monsieur le secrétaire de la Société des Amis de la Bibliothèque de X, Messieurs les historiens, Monsieur Bosson, auteur d'un ouvrage sur Édouard Castres, chers amis des Salons du Four, Mesdames et Messieurs qui nous rejoignez, bienvenue à ce 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Alors, dans l'édition 2019 qui avait eu lieu au Bastion, nous avions pu voir la statue de Dunant entourée d'une écharpe de la Croix-Rouge. Nous avions eu sur la place Neuve la statue aussi du général Dufour avec son cheval. On ne sait pas ce qu'il a fait pour la Croix-Rouge, mais en tout cas, la statue du général qui était aussi honorée. Et nous avions, les Salons du Four, à cette occasion, présenté un film sur la vie et l'œuvre de Dunant. En 2020, eh bien, on a eu un problème de Covid qui a pris un peu de court tout le monde et qui a fait annuler. Et du coup, la Croix-Rouge avait fait ce petit message. Le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est l'occasion de rendre hommage au travail et à l'engagement des millions de volontaires qui allègent la souffrance humaine à travers le monde. Le 8 mai, c'est aussi la naissance d'Henri Dunant, citoyen genevois, à l'origine du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Mais cette année est un peu spéciale, et pour cause de Covid, nous devons vous donner rendez-vous le 8 mai 2021. Tous ensemble, avec la population, nous pourrons fêter à Genève les grands principes universels qui nous unissent. À très bientôt! Et à l'occasion de l'édition 2020, nous avions profité du fait que les salons du général Dufour avaient reçu l'étape genevoise d'une tournée suisse des Amis du Panorama de Morat pour sensibiliser sur le futur de ce panorama. Et nous étions intéressés au panorama qui était sur Genève et nous avions parlé d'Édouard Castres avec Pierre Bosson qui est en présentiel avec nous aujourd'hui et dont nous aurons tout à l'heure un extrait de sa présentation de l'année passée. Et puis, cette année, eh bien, la Maison du Four a été invitée à pavoiser sa façade avec le drapeau de la Croix-Rouge, comme l'ont été aussi la statue de Gustave Moignet et les plaques devant les maisons de Louis Appia et Théodore Maunoir. 2021, nous y sommes. Et voici le message de nos amis de la Croix-Rouge qui malheureusement ne sont pas avec nous en présentiel ce matin puisqu'ils découvrent le sentier humanitaire. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est une journée très importante. C'est chaque année, le 8 mai, pour se rappeler le jour de la naissance d'Henri Dunant, qui est le fondateur du mouvement. Tout a commencé à Genève et tout revient à Genève. Genève était au début du mouvement, il est aussi le centre du mouvement. Il y a le Comité international de la Croix-Rouge, la partie la plus visible de l'action de la Croix-Rouge à l'international. Il y a la Fédération internationale, qui est la partie la plus organisative de ce mouvement. Et ensuite, il y a aussi d'autres organisations de la Croix-Rouge, comme le Musée international de la Croix-Rouge, ou la première Croix-Rouge opérative au niveau mondial de l'histoire, la Croix-Rouge genevoise, qui aujourd'hui, sans interruption, continue à aider les souffrances sur le canton. Cette année, en raison des mesures sanitaires, nous ne pourrons pas faire une grande fête pour le 8 mai à Genève. Mais exceptionnellement, 35 communes et de nombreux hôtels ont joué le jeu et des drapeaux Croix-Rouge vont être hissés dans le canton. N'hésitez pas à aller regarder la liste de ces communes et de ces hôtels
sur le site internet de la Croix-Rouge genevoise et aller prendre des photos pour ce moment historique. Les drapeaux Croix-Rouge seront hissés du 7 au 10 mai 2021. C'est à Genève qu'on retrouve toutes les statues de ces fondateurs très importants qui ont changé la face du monde en créant ce mouvement humanitaire le plus grand au monde. Le 8 mai prochain, n'hésitez pas à aller vous balader autour de ces statues car une surprise vous attend. La journée rend hommage aux plus de 17 millions de bénévoles actifs au quotidien dans le monde entier pour aider à prévenir, à soulager les souffrances humaines. Partout dans le monde, aujourd'hui, il y a une croix rouge ou un croissant rouge qui protège un être humain. Et puis, comme nous sommes à la Maison du Four, qui est la propriété de la ville de Genève, eh bien, nous allons passer la parole à monsieur le conseiller administratif Alfonso Gomez, qui vous souhaitera la bienvenue et qui tombe bien puisque je crois qu'il a fait partie du CICR. Monsieur Gomez. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci pour ces mots d'accueil, mesdames et messieurs. C'est vraiment un grand plaisir et pour moi un honneur de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette conférence qui est organisée par la Fondation de Maison du Four, dont les lieux, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sont propriété de la ville de Genève. Et dans le cadre de cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots. Cette intervention m'offre l'occasion de rendre hommage au nom du conseil administratif à l'incroyable travail qui est effectué partout de par le monde par le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'engage avec une force toujours renouvelée pour diminuer, bien entendu, les souffrances humaines qui sont nées des conflits armés, mais également des catastrophes et des difficultés sanitaires et des difficultés sociales. Et en ces temps particulièrement perturbés, délicats, c'est vraiment une œuvre et un travail qui est à relever. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, Genève a eu le privilège de voir naître ce mouvement il y a plus de 150 ans, en 1863, qu'on voyait le jour dans notre ville de la Croix-Rouge, grâce à la volonté farouche de ce conquérant de l'impossible qu'était Henri Dunant, un précurseur, un visionnaire, un idéaliste, le premier prix Nobel de la paix. Henri Dunant a changé le monde, on peut le dire. Il a donné naissance à cette idée tutti fratelli, à cette idée de l'idée humanitaire, une utopie, d'où est née une organisation internationale qui est présente aujourd'hui dans 190 pays et qui a permis de protéger la vie et la dignité de milliers d'hommes et de femmes et de leur porter assistance. Dans le sillage de la Croix-Rouge, Henri Dunant a permis à notre ville, évidemment, d'occuper une place de choix sur la scène internationale. C'est parce qu'elle était le siège de la Croix-Rouge, ayant gardé un lien avec chaque belligérant lors de la Première Guerre mondiale, qu'elle a en effet pu accueillir la Société des Nations. Mais l'héritage d'Henri Dunant va bien au-delà, bien entendu. La première convention de Genève de 1864, elle a inspiré chaque jalon du droit international humanitaire, des conventions de Genève, et particulièrement celle de 1949 à aujourd'hui. Donc Genève est ainsi est désormais la capitale internationale des droits humains et cela constitue une fierté tant pour les autorités municipales que pour la population. C'est une fierté et un héritage que nous nous devons de porter haut, que nous nous devons de transmettre. Donc plus de 150 ans après la création du mouvement, l'action des volontaires et du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Partout dans le monde, les crises sont toujours plus complexes et les besoins humanitaires, comme je l'ai dit précédemment, très vastes.
Et depuis 2020, la pandémie de la Covid-19 a encore creusé ces inégalités. Elle a encore plongé une partie de la population mondiale dans des situations de vulnérabilité, non seulement sanitaire, mais également économique et psychologique. Et nous le voyons encore ces derniers jours en Colombie avec des situations dramatiques, des situations de conflit social qui entraînent évidemment de nombreux morts parmi la population. Donc, à côté de cela, il y a les catastrophes naturelles qui sont également plus nombreuses et plus graves que jamais. Dans ce cadre, cette journée mondiale, elle est l'occasion de rendre hommage à l'engagement de celles et ceux qui travaillent sur le terrain pour prévenir et alléger les souffrances à ces hommes et à ces femmes qui œuvrent sans relâche pour la dignité, qui sont guidés par des principes forts, dont celui prépondérant pour moi, qui est celui d'humanité. Et en tant qu'ancien de la Croix-Rouge, je me suis permis d'aller rechercher mon vieux badge que je garde avec beaucoup de fierté et surtout de rendre hommage à celles et ceux qui aujourd'hui ne sont pas là. J'entends par là celles et ceux qui sur le terrain, à un moment donné, plus qu'au péril de leur vie, à leur vie même, ont donné leur vie pour cet idéal, pour porter secours dans des endroits inaccessibles où seule la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge y avait accès, pour amener dans des lieux où la dignité n'avait plus lieu, c'est le cas de le dire, de porter ce message d'espoir et d'humanité et de tenir cette lumière dans la nuit. J'ai beaucoup ressenti cela quand j'étais en Somalie, dans des contrées tout à fait inaccessibles où les gens nous regardaient écarquillés, amener de la nourriture dans des endroits, je me souviens comme à Baidoa en Somalie, où c'était un véritable mouroir, puisque abandonnés du monde et de l'humanité, les gens tombaient de famine. Dans les prisons en Iran, où beaucoup de ces prisonniers avaient été oubliés, et le fait de porter ce message était évidemment pour nous un sujet de satisfaction et donner un véritable sens au message que nous véhiculions. Je parle la même chose, évidemment, dans mes différentes expériences dans le Caucase. Enfin, voilà. Et c'est pour moi, c'est resté ces 15 années que j'ai passées au CICR, évidemment. Ça a guidé ma vie, ça a guidé ma pensée, ça a guidé mes actions et j'en suis redevable, évidemment, au mouvement de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges, et j'en suis aussi redevable à Henri Dunant. Dernière petite anecdote, si vous le permettez, quand j'ai quitté la Croix-Rouge, j'ai travaillé au Conservatoire populaire de musique, j'étais directeur adjoint et je m'occupais également des apprentis, et des apprentis auxquels j'exigeais des lectures. Et la première lecture que j'exigeais, c'était un souvenir de Solferino. Et à chaque fois, même si c'est un livre du 19e, c'est un livre fort et qui les avait beaucoup impressionnés et qui les impressionnait énormément. Nous finissions évidemment ce cycle de lecture, si je peux m'exprimer ainsi, par la visite des lieux dans la vieille ville, hein, puisqu'il y a aussi bien la maison où Henri Dunant a écrit le livre que la première conférence qui est tout près de la cathédrale, etc., etc. Et ça donne non seulement, et nous finissions évidemment cette visite par la visite du musée de la Croix-Rouge, et je crois que ça plaisait beaucoup aux apprentis, et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait, disons, généraliser. J'espère que ça sera fait. Bref, en cette journée, je voulais quand même terminer par ça. En cette journée du 8 mai, la ville de Genève aimerait encore réitérer son soutien plein, entier
à toutes les composantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est des partenaires privilégiés pour les autorités de la ville dans l'accomplissement de nos objectifs humanitaires et de solidarité internationale. Nous entendons bien entendu et naturellement poursuivre en ce sens afin de bâtir évidemment ensemble un monde plus humain et puis surtout que dans la nuit, cette lumière reste, quelles que soient les circonstances, cette lumière reste présente. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément pour votre invitation et votre accueil. Je devrais malheureusement vous abandonner puisque j'étais déjà dans une séance et je devrais y retourner. Merci, Monsieur Gomez, et merci d'avoir fait une brèche dans votre planning de la journée pour être avec nous aujourd'hui. Je profite de la reprise de cette partie pour souhaiter aussi la bienvenue, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, à nos amis de l'association des Bourbaki-les-Verrières, avec qui nous serons tout à l'heure en ligne et qui vont nous parler de leur manifestation du 150e. Alors, je vous propose cette matinée en 3 phases. La première, c'est plutôt une phase liée à l'histoire, donc rappeler les faits. Et nous aurons l'occasion de voir 2 clips et puis une présentation tirée de la conférence de Pierre Bosson de l'année passée qui va montrer le détail de cette guerre franco-prussienne. L'armée de l'Est internée en Suisse. L'armée française aux Verrières en Suisse en 1871. Toile panoramique peinte sous la direction d'Édouard Castres en 1881, conservée au Panorama Bourbaki à Lucerne. En janvier 1871, la dernière armée française a lutté contre l'envahisseur prussien, l'armée de l'Est, sous les ordres du général Bourbaki, passe du succès à la déroute. Les survivants, décimés par le froid et la faim dans le Jura gelé et poursuivis par les armées allemandes, sont acculés à se réfugier en Suisse, pays neutre. Par un froid sibérien, 87 847 soldats français, aux limites de la survie, se présentent à la frontière suisse en colonnes ininterrompues d'hommes, de bêtes de trait, de voitures et de canons, aux Verrières et dans 3 autres localités frontalières, les 1er et 2 février 1871. Cet événement sans précédent est retracé par un panorama créé en 1881 à Genève et toujours visible aujourd'hui à Lucerne. Le paysage enneigé se déploie sur une toile de 112 mètres de circonférence dans la rotonde du panorama. Le désarmement total est exigé de l'armée française. Il s'effectue sur le remblai du chemin de fer pour les 34 000 Français entrés aux Verrières sous la surveillance de l'armée suisse.
Ce désarmement et le remboursement ultérieur des frais par la France constituent les bases de la première convention d'internement dans un pays neutre, conclue dans la nuit du 1er février. Désarmés, les soldats doivent encore marcher jusqu'à l'un des lieux d'internement répartis dans toute la Suisse, les premiers à passer la frontière devant nécessairement avancer pour libérer la route pour les suivants. Seuls les blessés sont transportés en chemin de fer. Un cuirassier privé de son cheval chemine dans son magnifique manteau rouge. L'armée compte des unités coloniales, comme les tirailleurs algériens kabyles, les turcos et les zouaves, qui portent la tenue particulière de l'infanterie africaine. Tous ces uniformes ressortent sur la neige avec une splendeur dérisoire, car les bataillons se sont mués en une cohorte d'hommes blessés et épuisés. Auprès de la voie ferrée, les soldats malades et exténués et des réfugiés civils se réconfortent autour de petits feux. Ils reçoivent du bois, de la paille, des couvertures, de la soupe, du pain et du tabac. Dans le Jura suisse, où se répand l'armée vaincue, les secours sont spontanément pris en charge par les habitants pour nourrir, réconforter, aider et soigner ces dizaines de milliers de soldats dans un extraordinaire élan de solidarité. Dans tous les villages, les Bourbakis sont abrités dans des cantonnements de fortune. Quelques soldats ont le typhus ou la variole. Tous souffrent d'affections respiratoires et devront être soignés. 1700 hommes meurent en Suisse, mais l'immense majorité est sauvée. L'hébergement durera 6 semaines, car Bismarck s'oppose au retour des troupes en France avant la signature des préliminaires de paix. Chiffré à 12 millions de francs suisses, le montant considérable sera réglé en août 1872 par la France. L'auteur, Édouard Castres, qui a étudié la peinture à Paris, dirige la réalisation de l'immense toile par une équipe de peintres. Il a lui-même vécu la déroute de l'armée de l'Est comme bénévole de la Croix-Rouge, fondée peu d'années auparavant, en 1863. Il s'est représenté marchant à côté de sa petite ambulance, équipée à ses frais. À l'opposé des panoramas installés en Europe après la guerre de 1870, sa composition ne montre ni héroïsme ni pathétique, mais décrit la situation née d'une défaite. L'état de délabrement des troupes, leur répartition réussie sur l'ensemble du territoire suisse, ont frappé profondément les imaginations. Castres choisit le registre de la réalité de la situation et des solutions concrètes. De multiples problèmes ont été maîtrisés. La faim, le froid, les soins aux blessés, leur transport, la surveillance du bétail atteint de fièvre afteuse arrêté à la frontière, ou même la vente illégale des chevaux aux paysans. Pour la première fois, une grande catastrophe a été jugulée grâce au sens des responsabilités, au respect des personnes, à l'organisation, à l'efficacité et à la solidarité. L'artiste est habité des sentiments de neutralité et de vocation humanitaire qui animent le jeune État fédéral. Alors voilà, et donc comment on est arrivé là? Eh bien c'est cette partie que nous allons découvrir avec cette guerre franco-prussienne de 1870. 1870, c'est l'année terrible, hein, comme a dit Victor Hugo, c'est la guerre franco-prussienne. Alors, j'emploierai le terme Prusse, hein, mais en fait, c'est une coalition de la Prusse et d'États allemands qui entra en guerre avec la France. Alors, pour bien comprendre tout ceci, il faut donner quelques explications historiques, parce que cette guerre de 1870, aujourd'hui, c'est une guerre oubliée. Plus personne ne sait ce que c'est. Vous en parlez en France, les gens ne savent pas, hein, puisque c'était une défaite cuisante. Donc, il faut remonter à 1868 pour en comprendre les fondements. Tout débute au moment de la Révolution en Espagne. Il y a une révolution qui renverse Isabelle II, qui est sur le trône d'Espagne. Isabelle II est obligée de quitter le royaume et part en exil en France. Et puis, le système espagnol est ainsi fait qu'on fait, comme on dit aujourd'hui, hein, on fait un appel à candidature pour trouver un nouveau monarque.
un appel à candidature. Donc il y a des gens originaires de familles princières d'Irlande, d'Angleterre, d'Italie, hein, qui postulent pour le trône d'Espagne, étant entendu que la désignation se fera par un vote des Cortés. Et puis il y a surtout Léopold de Hohenzollern, qui est le cousin de Guillaume Ier de Prusse, qui fait acte de candidature. Et ça, Napoléon III ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter tout simplement parce que la France se retrouverait prise en étau par d'un côté une Prusse impérialiste, hein, qui souhaite réaliser l'unité allemande avec un chancelier de fer qui est Bismarck, hein, dont c'est l'objectif premier, et puis une monarchie espagnole, mais avec un prince qui vient de la même famille. Donc Napoléon III ne l'accepte pas. Et il y a toute une négociation donc, qui se fait. Dans un premier temps, Guillaume Ier de Prusse refuse de retirer cette candidature et puis finalement l'accepte. Mais les Français en veulent plus. Napoléon III veut que ce soit une renonciation définitive. Donc il envoie l'ambassadeur de France à Berlin voir Guillaume Ier de Prusse pour lui demander de renoncer définitivement à la candidature de... Sans quoi Guillaume le refuse en disant écoutez, déjà dans un esprit de compromis, j'ai accepté de retirer la candidature de Léopold, maintenant vous venez me demander d'aller au-delà, c'est pas conforme aux procédures diplomatiques, voilà. Donc l'ambassadeur de France quitte Guillaume Ier et puis regagne la France pour informer Napoléon III. Guillaume Ier informe de son côté Bismarck de la rencontre qu'il a eue avec l'ambassadeur de France. Et Bismarck commet une dépêche, la fameuse dépêche d'Ems, où il ne traduit pas la vérité de ce qui s'est dit dans cet entretien. En fait, il dit en gros que la France avait trop d'exigences et puis que finalement Guillaume Ier, c'est pas écrit comme ça, mais c'est tout il a mis à la porte l'ambassadeur de France. Voilà. Donc quand cette dépêche d'Ems arrive en France, elle fait scandale. C'est une provocation de la Prusse, etc. Donc on va pas accepter tout ceci. Il y a toute une série de va-t-en-guerre qui entourent l'empereur. Pourquoi? Parce que Napoléon III est très malade. Il est très malade, il a des calculs à la vessie, il ne peut plus tenir à cheval, hein, et puis il ne veut pas de guerre. Mais par contre, Eugénie, son épouse, et puis une partie de l'état-major français poussent à la guerre, parce que ce sera bien entendu une victoire française, et on va pouvoir fédérer derrière cette victoire le peuple de France pour assurer la succession dans l'Empire de Napoléon III. Donc il faut une bonne guerre contre la Prusse, et puis on va régler le sort de la succession de Napoléon III. Donc les choses s'enveniment, et finalement Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Pour Bismarck, le chancelier allemand, c'est extraordinaire, puisque c'est la France qui est l'agresseur. Donc Bismarck arrive à convaincre les autres États allemands qu'on va faire une coalition contre la France, dirigée bien entendu par la Prusse. Donc les troupes françaises, donc je vous ai fait cette carte-là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu deux phases dans cette guerre franco-prussienne. La première phase menée par Napoléon III, puis ensuite par Bazaine, parce que Napoléon III n'est plus en capacité de la mener, c'est la guerre de l'Empire. Et puis à partir du mois de septembre 1870, c'est la guerre de la défense nationale de la République. Donc tout se passe très mal pour les Français. Les Français sont inférieurs en nombre. Au tout début de la guerre, ils mettent en ligne à peu près 200 à 250 000 hommes. En phase 2, il y a 500 000 Prussiens, Badois, Württemberg, etc., etc. Donc supériorité numérique des Allemands. Les Allemands sont mieux équipés. Et notamment, ils ont une artillerie, ils ont des canons, une artillerie lourde que la France n'a pas. Et puis, dernière chose, l'état-major allemand
et compétents. Ils sortent d'une guerre gagnée contre l'Autriche. La France, ça a été le désastre de l'expédition au Mexique, etc. Les maréchaux sont imbus de leur personne, ils sont jaloux entre eux. Le commandement français est vraiment n'est pas à la hauteur. Donc tout se passe très mal. La guerre est déclarée, comme je vous l'ai dit, le 18 juillet. Le début septembre, Napoléon III est encerclé à Sedan et capitule. À Paris, il y a une insurrection et la République est déclarée le 4 septembre. Et on met immédiatement en place un gouvernement de défense nationale pour reconquérir les territoires perdus. Du côté des combats, ça se passe mal également puisque Bazaine est encerclé dans la forteresse de Metz avec 150 000 hommes. Et il capitule quasiment sans combat en livrant la citadelle aux Prussiens. C'était au mois d'octobre. Alors il y a un homme qui essaye d'organiser la défense de la République, c'est Gambetta. Et Gambetta quitte Paris en montgolfière, hein, et puis va organiser l'armée de la République. Alors il fait ce qu'il peut, le pauvre Gambetta. Il arrive tout de même à mobiliser 600 000 hommes, mais c'est une armée qui est faite de briques et de brocs, bien évidemment. De jeunes qui sont patriotes, mais qui n'ont pas formé militairement, qui sont très très mal équipés. Alors on essaye de constituer une armée avec des anciens qui encadrent des plus jeunes. Du temps de Napoléon Ier, on appelait ça les Marie-Louise. Qu'est-ce qui se passe à partir du mois après le mois d'octobre, donc de la prise de Metz? Le gouvernement demande à Bourbaki, le général Bourbaki, qui était l'un des généraux de l'Empire, je dis bien les plus prestigieux, de constituer une nouvelle armée, c'est l'armée de l'Est, à Bourges, au milieu de la France, à Bourges, vous savez, et Bourbaki met en ligne à peu près 150 000 hommes. 150 000 hommes qui sont rassemblés dès le mois de décembre 1870. Et le gouvernement donne à Bourbaki un double objectif. Le premier, c'est de remonter dans l'Est pour casser le siège de Belfort, puisqu'il y a une garnison française qui est assiégée à Belfort, la garnison commandée par Ferré-Rochereau, et puis après, de poursuivre l'offensive pour remonter dans la plaine d'Alsace, pour couper les lignes de communication de l'armée allemande. Donc vous voyez que pour une armée de 140 000 hommes, certes importante, mais mal formée, c'est assez compliqué. Donc les troupes montent au combat et les premiers contacts avec les Prussiens sont favorables puisque Bourbaki gagne la première bataille à Villers-Sexel. Mais en fait c'est un leurre puisque cette victoire française correspond plutôt à un repli stratégique de Werder qui commande les Allemands, hein, et qui souhaite organiser une ligne de défense juste avant Belfort, sur la Lisenne, c'est une petite rivière, de manière à attendre les Français. Et Bourbaki ne pousse pas son avantage, et après la victoire de Villers-Sexel, arrête ses troupes. Alors c'est vrai qu'elles sont épuisées, elles ont beaucoup marché, il fait un temps exécrable, il neige, mais Werder sait qu'une autre armée allemande est en train de contourner l'armée française par l'ouest avec pour objectif de l'encercler. C'est l'armée de Manteuffel. Donc Bourbaki, qui est mis au courant de cette situation, au lieu de poursuivre l'offensive, eh bien, arrive jusqu'à la ligne, à la Lisenne, et les troupes françaises sont battues. Et Bourbaki donne l'ordre de retraite. On dit que Bourbaki était dépressif. Et Bourbaki se suicide, du moins essaye de se suicider. Il se tire une balle dans la tête, mais bon, en général, qui se tire une balle dans la tête et puis qui reste vivant, c'est quand même un peu surprenant, hein. La balle lui frôle, semble-t-il, le crâne. En fait, Bourbaki ne veut pas assumer la responsabilité de la capitulation. Donc ce geste-là
fait qu'il sera remplacé à la tête de l'armée de l'Est par le général Clinchamp. Et c'est Clinchamp, en fait, qui va organiser toute la phase de retraite, y compris qui va négocier le passage des troupes françaises en Suisse, aux Verrières. Puisque l'étau s'étant resserré, eh bien, l'armée de l'Est est quasiment encerclée. Il y a à peu près 10 000 hommes qui, par les crêtes du Jura, échappent à l'encerclement. C'est commandé par des cavaliers commandés par le général Kremer, mais tous les autres sont pris dans la nasse. Alors, on est dans cette situation-là. Nous sommes au mois de janvier 1871. Comme je vous l'ai dit, il fait un temps exécrable. C'est la retraite de l'armée de l'Est. Et cette retraite se fait en direction de Pontarlier, où le gros des troupes est rassemblé. Clinchamp prend le commandement le 28 janvier 1871. Le 28 janvier, Jules Favre, qui est ministre français des Affaires étrangères, négocie l'armistice avec les Allemands, puisque les troupes françaises sont aux abois, Paris est assiégé. Il négocie l'armistice, et l'armistice est signé. Mais Bismarck a rajouté une clause qui sort de l'armistice toute la zone de combat de l'armée de l'Est. Clinchamp n'est pas informé de tout ceci et donne l'ordre aux troupes d'arrêter le combat. Les Allemands poursuivent leur avantage, bien évidemment, ce que Clinchamp ne comprend pas, et il envoie des émissaires auprès des Allemands qui lui apprennent que l'armistice ne le concerne pas. Donc c'est quand même assez incroyable. Il se retourne vers le gouvernement, vers Gambetta, qui lui dit effectivement, il y avait cette clause dans cet armistice, vous n'en avez pas été informé. Donc Gambetta donne l'ordre à Clinchamp de faire le mieux possible, en toute indépendance, en fonction de l'évolution de la situation militaire. Donc c'est là que Clinchamp essaye de prendre contact avec les Suisses, avec le général Herzog, il envoie des émissaires. Les Suisses également, le général Herzog, qui commande l'armée suisse, envoie un lieutenant-colonel qui va sonder les Français, qui arrive à Pontarlier, qui voit l'armée française dans un état de désagrégation très avancé, et qui voit les Prussiens qui eux, sont organisés et qui sont prêts à en découdre. Et il obtient des Prussiens un renseignement essentiel. Si les Français venaient à passer en Suisse, est-ce que vous allez les poursuivre? Les Prussiens répondent, les officiers prussiens répondent non, s'ils déposent les armes. S'ils déposent les armes. Donc, Clinchamp envoie lieutenant-colonel Cheval rencontrer le général Herzog, qui est aux Verrières en Suisse, qui est venu plus près des combats parce qu'il essaye de prendre des dispositions pour que l'armée suisse essaye autant que faire se peut de préserver la neutralité du pays. Mais il est évident que si les Français arrivaient avec les Prussiens à leur trousse, l'armée suisse ne pourrait pas résister. Donc, on négocie, et puis, dans la nuit du 31 au 1er février 1871, une convention d'internement est signée. Elle a été dictée par le général Herzog, qui autorise donc les 88 000 Français à rentrer en Suisse. On avait annoncé Herzog 40 000, ils sont 88 000, sous réserve bien entendu qu'ils déposent les armes. Et c'est le spectacle qu'on a vu tout à l'heure, c'est le petit film qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Eh bien, j'ai trouvé que cette première partie nous permettait de bien comprendre le sujet et on s'est intéressé du coup à savoir comment la Croix-Rouge, qui venait de se construire en 1864, 6 ans après, confrontée à un défi majeur, arrive à gérer tout d'un coup ces 88 000 hommes sur le territoire suisse. Et donc, nous nous sommes tournés vers l'historien Philippe Binder, qui a travaillé à la Croix-Rouge suisse, pour lui demander justement comment était organisé tout ça, et je lui cède la parole.
Bonjour. Je vais essayer en quelques minutes de rappeler quelle fut la portée de l'événement, inouï d'ailleurs, de l'internement de l'armée bourbaki en Suisse, sur la Suisse elle-même, sur la neutralité suisse, sur l'armée suisse et sur la Croix-Rouge nationale. Ce qui frappe d'abord suite à l'exposé historique qui vient d'être donné, c'est que j'ai relu ces trois témoignages qui sont ahurissants. Ces trois témoignages qui montrent à quel point, au fond, l'armée qui entre en Suisse par les Verrières, Valorbe et le col de Jougne, c'est presque 90 000 personnes, au fond, est dans un état de désorganisation absolue. Vous avez le témoignage qui est connu et qui est reproduit, qui dit ceci. Et voilà, à 1 heure du matin, ils entrent dans Fleurier, ils descendent la route des Verrières en une file sans interruption. Ils entrent au village. Un coup d'œil sur ces pauvres Français, chacun, rentrés à la maison rapidement, mais en pleurant. Vite, vite, du secours, du pain, des vivres, du vin, du chocolat, des cigares, la famille, tout ce qui pouvait soulager pour le commencement. Et voilà ces guerriers qui ont dû se traîner dans la neige profonde, notre froide montagne pendant 2 à 3 semaines. Ces pauvres chevaux, ces bonnes bêtes avec leurs yeux doux et patients. Quel long et pénible tableau, ce passage d'armée bourbaki. Et puis, un Genevois, Marc Moignet, qui dit « Ce n'était plus une armée, c'était une cohue. Les officiers ne commandaient plus et marchaient en sabots, en pantoufles, au milieu des soldats sans chaussures, qui déchiraient des pans d'habits pour emmailloter leurs pieds gelés. Ils se traînaient ainsi confondus, dragons, lanciers, spahis, turcos et zouaves, mobiles et francs-tireurs, grands manteaux rouges et blancs, cabans marron, pantalons garants, soirées bleues, toutes les coiffures du monde, depuis le fez arabe jusqu'au béret, béarnais, tous les dialectes, les accents de France, depuis le vieil idiome de l'armorique jusqu'au cri de l'Atlas, un tumulte de langues, de couleurs et de misère. Plusieurs nuits par 15 degrés de froid. L'armistice portait sur l'internement de 40 000 soldats. Il en va plus du double. Et finalement, la Suisse, de manière générale, avec l'appui naturellement du Comité international de Genève, qui, dont le Moignet, Ouatou, Santou et Paratou, le Comité international apporte une aide inestimable, mais c'est surtout, au fond, dans les cantons, l'idée Croix-Rouge prend forme, l'idée Croix-Rouge naît, on crée des comités notables, on crée des comités cantonaux, et finalement, presque tous les cantons, sauf le Tessin, puisque le Tessin est isolé par la neige, il n'y a encore pas le Gothard, n'est-ce pas? Et puis des cantons très périphériques, alpins, qui n'accueillent pas l'un ou l'autre bourbaki. Ainsi, par exemple, le canton du Valais, dont 2 bataillons étaient aux Verrières, a accueilli près de 1500 soldats, surtout dans le Bas-Valais, et ces 1500 soldats bourbaki, certains sont morts et sont enterrés dans le Chablais. Voilà pour dire, au fond, l'événement dans sa nullité, dans sa dureté. C'est une armée en déroute parce que la France est en déroute, parce que la guerre, au fond, n'est pas portée, même s'il y a l'élan des armées de la République qui sont mobilisées par Léon Gambetta dans la deuxième partie, mais on sent bien que la France n'est pas de nature à contrecarrer l'ambition allemande qui va se fêter au Palais des Glaces, dans la salle des glaces du Palais de Versailles, et c'est là qu'on crée l'Empire germanique. Au fond, le grand vainqueur, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne unie par Bismarck, par le fer et le feu et le sang de Bismarck. La France va revenir, vous savez, la guerre de 14-18, où elle reprend, au fond, et elle gagne cette grande guerre. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit. La mémoire collective a été marquée par l'internement des bourbaki. Alors, le panorama à Lucerne en a un témoignage patent, mais il y a énormément d'ouvrages, de gravures, de dessins, de Bachelin, d'Anker, de Castres et autres
au fond, qui parlent de cela. Il y a des reportages, il y a des articles et tout. Au fond, ça a été dans ce dernier tiers je dirais, du 19e siècle, ça a été aussi un événement fondateur d'une certaine mentalité suisse, c'est-à-dire que la neutralité suisse, qui était hier une simple neutralisation à partir de Vienne, n'est-ce pas, en 1815, est devenue une neutralité armée et une neutralité humanitaire. D'ailleurs, la plupart, il y a des textes qui portent en première page neutralité, humanité. Si nous sommes neutres, c'est parce que nous avons aussi cette exigence avec la neutralité d'être plein d'humanité. On le retrouvera lors de la guerre des Balkans, des deux guerres des Balkans en 1912 et 1913. On le retrouvera lors de la Première Guerre mondiale avec les rapatriements par train de plus de 70 000 soldats blessés à travers la Suisse et les ambulances envoyées sur les fronts allemands et français. On le retrouvera durant la Seconde Guerre mondiale avec le secours aux enfants, dont le livre de Sergio Nessi en parle. 500, 700 000 habitants au milieu de l'Europe, république, démocratie, eh bien, nous accueillons, au fond, nous accueillons le malheur du monde. Un deuxième point qui est important, à mon avis, c'est qu'au niveau de la Croix-Rouge nationale, ça a été, je dirais, l'épreuve du feu, puisqu'elle est créée en 1866, la Croix-Rouge suisse. C'est une épreuve du feu dont, je dirais, elle passe l'épreuve, cette Croix-Rouge suisse, tout brinque-ballante qu'elle soit. Elle est implantée un peu en Suisse alémanique, mais lentement, on peut dire, dans une quinzaine de cantons, dans les villes et dans les gros bourgs, on a des sections, des sous-sections qui se mettent en œuvre, qui récoltent de l'argent, qui récoltent des vivres, qui récoltent des vêtements. Et au fond, comme l'écrit la nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, l'idéal Croix-Rouge, c'est popularisé, c'est vulgarisé, c'est diffusé dans le peuple suisse. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour cela que l'internement des Bourbaki joue un rôle qui est remarquable. Un autre point qu'il faut quand même souligner, c'est celui-ci, c'est que tout géniaux que nous soyons les Suisses de l'époque, que nous fûmes les Suisses de l'époque, tout généreux, c'est qu'on prend conscience de la faiblesse de l'organisation militaire. Au fond, l'armée n'est jamais que l'addition de contingents cantonaux qui sont souvent hétéroclites, qui ont une formation très inégale. Et à partir de l'internement des Bourbaki, il y a deux éléments. Un premier élément, c'est qu'on veut travailler à la réforme du service sanitaire. Il y a une conférence qui se fait des grands patrons chirurgiens majors qui se fait à Olten, déjà là, en 1871, à l'automne. Et puis, il y a tout le travail entrepris dès cette époque par le conseiller fédéral Émile Velti, qui sera prolongé durant 30 ans, qui aboutira en 1907 et en 1911 avec la nouvelle organisation militaire qui est beaucoup plus centralisée, qui est plus modernisée. Et au fond, finalement, on marche vers une armée plus solide. Maintenant, la Croix-Rouge, il y a eu un piège aussi. Après cette solidarité Croix-Rouge qui a été celle de l'internement des Bourbaki. Il y a quand même eu ce petit danger que les deux Croix-Rouges, la Croix-Rouge allemande et la Croix-Rouge française, naturellement, la Croix-Rouge suisse et les autres Croix-Rouges européennes, se sont liées de manière très forte au service sanitaire des armées. En quelque sorte, l'idéal Croix-Rouge, c'est un petit peu, je dirais, militarisé. Et le danger était celui-ci. Il a été heureusement bien paré à partir de la Première Guerre mondiale, et même avant, c'est que la Croix-Rouge ne pouvait pas se concentrer seulement sur, je dirais, le service sanitaire des armées en campagne, sur les soldats blessés.
elle devrait s'ouvrir aux prisonniers, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs avec l'agence la Croix-Rouge verte à Bâle en 1871. Déjà là, Moignet avait compris cela. Elle devait s'ouvrir aussi sur les populations civiles ravagées par la guerre. Elle devrait s'ouvrir sur tous les malheureux, au fond, qui étaient entraînés par la guerre. Parce que la guerre est nouvelle maintenant. On n'est plus ces guerres anciennes avec quelques milliers d'hommes. Ça avait déjà commencé par la Révolution française et par Napoléon. Ce sont des guerres de masse. Ce sont des masses imposantes de 100 000, 200 000, 300 000, un demi-million, 1 million de troupes qui sont lancées les unes contre les autres, et la Croix-Rouge donc doit s'abattre. Alors, le danger de la militarisation de la Croix-Rouge, qui était quand même très fort, qui est devenu très fort entre 1800, je dirais 70 et la Première Guerre mondiale, s'est atténué, notamment par la création aussi de la Ligue de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ça, c'est un point qui est important. Au fond, la Croix-Rouge s'est ouverte au monde civil. Et puis ensuite, la Croix-Rouge s'est ouverte, je dirais, à tout le monde. Et c'est pour ça que tout le travail qui est fait par la Croix-Rouge dans le domaine, je dirais, de la politique de développement, de la coopération au développement, eh bien, ça témoigne de cette idée. Pourquoi? Parce qu'au fond, si on veut résumer tout cela, et je finirai là-dessus, on a ces événements qui sont des événements qui nous interrogent. Mais il y a ce vieux trait qui a dessiné déjà dans le souvenir de Solferino Henri Dunant. Ce vieux trait, c'est quoi? C'est que la Croix-Rouge n'a de sens réel et authentique que si elle se porte au secours, au chevet des plus vulnérables, des plus faibles, des blessés, au fond, de tous ceux qui souffrent alors que ce n'est pas de leur faute, qui souffrent par la violence d'autrui, etc. Au fond, cette idée de charité, au sens le plus noble de la notion de charité, c'est ce qui fait la Croix-Rouge. Eh bien, c'est exactement ce qui a été illustré par l'internement des Bourbaki et ce que nous célébrons aujourd'hui le 8 mai. Je vous remercie. Merci Philippe, bravo pour cette présentation. Je fais une petite parenthèse parce que Philippe a été l'instigateur avec Jean-Jacques Coutat, directeur du château de Saint-Maurice, de la pose d'un buste de Dufour de James Pradier sur l'esplanade du château de Saint-Maurice qui a été baptisé, grâce à Philippe Binder, l'esplanade Dufour du château de Saint-Maurice. Alors, je ne sais pas si, Philippe, tu voudrais accepter une partie de questions maintenant? Volontiers, oui. Volontiers, oui. Je passe au public et je passe la main à Michel pour cette partie technique. Oui, Monsieur Binder, j'ai une question qui est passée par le chat. Une question qui dit « Comment ont collaboré ou pas le CICR et la Jeune Croix-Rouge suisse ?» Alors, le CICR, en 1870-71, date de 1863. Hein. La Convention de Genève est de 1864, le CICR, la conférence de Genève de 1863 et le souvenir de Solferino 1862. Mais le CICR a déjà du prestige, n'est-ce pas? Il y a le prestige de Genève, il y a le prestige de Moignet, il y a le prestige de Dufour, naturellement. Dufour, je pense qu'on ne s'imagine que mal aujourd'hui quel rayonnement avait cet homme dans l'opinion publique suisse, soit auprès des autorités, soit auprès du peuple, n'est-ce pas? C'est un peu, je fais une comparaison de pas raison, parce que c'est un peu comme 10 ans, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ont incarné à un certain moment les valeurs les plus profondes de notre pays. Alors, Dufour bénéficie d'un immense prestige. D'ailleurs, c'est lui qui travaillera à la création de la Croix-Rouge suisse comme Moignet, mais Dunant de manière un peu plus faible. Alors, c'est évident que celui qui gère tout cela, c'est quand même le CICR. Il a un plan à Bâle, qui est donc Bâle. On peut observer les deux fronts
c'est près de l'Alsace, mais c'est près du Baden, pays de Bade et tout. On observe le front entre l'Allemagne et la France. Et le CICR donne tous des conseils. Le CICR oriente le comité de la Croix-Rouge suisse qui vient de se créer en 1866. La chance de la Croix-Rouge suisse, c'est qu'elle est dirigée à l'époque par un homme qui s'appelle Jacob Dupes, qui est un conseiller fédéral, qui est un visionnaire dans la politique fédérale, qui est un grand Zurichois qui a succédé à Jonas Führer, n'est-ce pas? Et il domine avec Welti et Schenck, il domine au fond le Conseil fédéral et il préside, il dirige la Croix-Rouge. Donc on voit bien que la Croix-Rouge n'est qu'une, je dirais pas un appendice parce que c'est un peu moqueur, n'est-ce pas? Mais la Croix-Rouge est une auxiliaire. À l'époque, la Croix-Rouge suisse est l'auxiliaire du service sanitaire de l'armée. C'est ainsi qu'elle est voulue. Mais moi, vous savez, en lisant ces textes, en les relisant, au fond, on ne peut pas délimiter la générosité des uns et des autres. Il y a des gouvernements qui ont été très généreux, des populations qui ont été très généreuses, il y a des sociétés Croix-Rouge qui ont été un peu indifférentes en Suisse et d'autres ont été extrêmement actives. En réalité, le fin fond qu'il faut retenir de tout cela, c'est que cet événement qui a été un choc a permis la popularisation de l'idée Croix-Rouge, qui dans des milieux, je dirais, je ne veux pas critiquer les Genevois, mais qui étaient dans des milieux un peu, je dirais, restreints, même parfois un peu, je dirais, hors peuple. Quand on étudie, au fond, l'internement des Bourbaki, il faut toujours mettre ça en rapport avec la politique étrangère de la Suisse. Ça, c'est un point important. Parce que ça marque un tournant. Il y a une inflexion avec cet internement. La Suisse, petit pays, au centre de l'Europe, démocratique, au fond, fait de la grande politique humanitaire. On retrouvera cela, cette sorte de liberté, on la retrouvera, mais sur un mode moindre, en 1940, quand il y a toute une division polonaise qui est internée du front français et qui rentre ensuite la division Prugard, qui rentre par Porrentruy, que les autorités civiles et militaires ont accueilli. Au fond, cette idée, la neutralité n'est pas un repli sur soi. Chez nous, cette neutralité humanitaire qui a longtemps présidé et qui démarre solidement avec, au fond, l'internement des Bourbaki. Merci Philippe. J'avais quand même une dernière question à Philippe en attendant. C'était la neutralité de la Croix-Rouge, ce champ de bataille où on doit faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas, était lié intimement à la neutralité du pays. Or, on s'est aperçu depuis un certain nombre d'années que la neutralité suisse n'était pas tout à fait aussi neutre que ce qu'elle voudrait bien être, et on s'est posé la question de savoir comment on peut joindre la neutralité du pays toujours avec la neutralité de la Croix-Rouge. Et j'avais posé la question au CICR et ils avaient dit que le CICR s'était distancé un petit peu du gouvernement suisse à ce niveau-là et ils avaient pris plus d'indépendance. Est-ce que peut-être tu pourrais dire quelque chose là-dessus? Bon, je ne peux pas apporter une réponse, je dirais, complète et définitive. Mais moi, je me rappelle ce que m'enseignait toujours le professeur Ruffieux et le professeur Piton, l'Université de Fribourg. Il faut se méfier des invariants dans l'histoire. La neutralité, par définition, c'est un idéal, une valeur, mais qui évolue. C'est une politique qui évolue. Donc, il faut revoir à chaque fois les contextes nationaux et internationaux. Et la Croix-Rouge elle-même, elle n'est pas figée dans le souvenir de Solferino. D'ailleurs, la meilleure preuve, regardez aujourd'hui ce qu'est devenu la Croix-Rouge au niveau international, comme immense organisation. Ça n'a rien à voir avec le comité de Genève de 1862. Regardez la Croix-Rouge suisse aujourd'hui, à quel point elle joue un rôle décisif dans la politique sociale
humanitaire, sanitaire du pays. Ça n'a rien à voir avec le secours suisse aux familles, aux soldats blessés de 1866. Alors ici, il y a quand même un petit problème. Le petit problème, c'est que la neutralité de la Suisse, je le dis comme je le pense, et peut-être je me trompe, elle n'est plus déterminée complètement par la Suisse. Elle n'a jamais été d'ailleurs, hein. Mais on sent de plus en plus d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la définition de cette politique de neutralité. Le facteur économique, le facteur, je dirais aussi, des liens, soit avec l'Europe, avec le monde, et puis le facteur culturel. La Suisse est une nation au 19e siècle qui se crée depuis 1848, qui s'affirme, qui se solidifie. Aujourd'hui, la Suisse est traversée par d'autres, je dirais, par d'autres influences et par d'autres éléments. Mais moi, je suis un optimiste absolu. Parce que ces valeurs-là, d'ailleurs, Friedrich Straub-Gottwallen, le grand conseiller fédéral, disait que c'était la plus belle chose que la Suisse ait pu apporter au monde, hein. Cette valeur de la Croix-Rouge, je dirais, la charité sur les champs de bataille, mais les champs de bataille sont tout aujourd'hui. C'est les champs de bataille où il y a des civils, où il y a des enfants, où il y a des émigrés, il y a des migrants, il y a des réfugiés, il y a tout. Cette idée de charité, elle est tellement inhérente à l'homme, à l'humanité, qu'elle va perdurer, elle va revêtir des formes nouvelles, mais elle sera là. Et c'est pour ça que la Croix-Rouge, ce que vous faites aujourd'hui et ce que la Croix-Rouge fait dans la pratique au niveau national et international, mais c'est un des plus beaux exemples dans l'histoire. Merci. Alors, on a vu ces Bourbakis qui rentrent en Suisse et qui sont acceptés dans à peu près 180 communes en Suisse. Et on s'est posé la question maintenant, qu'est-ce qu'il est advenu de ces internés, en fait, dans les cantons? Et nous avons posé la question à l'historien fribourgeois, franco-fribourgeois, je dirais, franco-gruyérien, pardon, Jean-Jacques Xistournard, et qui est avec nous en présentiel. Aujourd'hui, je lui passe la parole pour savoir comment Fribourg avait accueilli les internés Bourbaki. Voilà. Merci de m'accueillir dans cet endroit, c'est toujours émouvant. En plus, je suis indirectement concerné parce que tout à l'heure, M. Binder a évoqué l'entrée de l'armée polonaise en Suisse le 9 juin 1940 et mon père en faisait partie. Donc, je suis un peu concerné. Alors, à la mi-janvier 1871, la presse française annonce l'arrivée de l'armée de l'Est à Fribourg. Non, mais c'est pas le bon Fribourg, c'est Fribourg en Brisgau. Parce qu'on est tellement convaincus, je pense que c'est la propagande aussi, que la guerre, cette armée de l'Est qu'on a montée, c'est la dernière chance. Et bon, bien sûr que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais ce que veut dire aussi qu'en Suisse, on y croit. Ça veut dire l'armée, on l'avait démobilisée quasiment en janvier. Il faut la remobiliser en extrême vitesse. D'ailleurs, quand on accueille aux Verrières, il n'y a que quelques centaines de soldats suisses pour le faire, c'est très très peu. Et donc on a raconté tout à l'heure comment ça s'était passé. Je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, mais là vous avez d'ailleurs un portrait du général Bourbaki, parce qu'il y a un panorama. On parle toujours du panorama de Lucerne, mais il y a un panorama qui existe que par fragments dans le nord-est de la France. Je crois qu'il est du côté de Gravelotte. Et ça en est un des éléments. D'ailleurs, le général Ganachia de Sabotage, président de Sabotage, dit toujours qu'on ne devrait pas appeler cette armée l'armée du général Bourbaki, mais celle du général Clinchamp. Alors, je vais pas revenir sur les photos, vous les connaissez tous. C'est vrai qu'il y a une iconographie extrêmement abondante, naturellement, sur l'entrée des Bourbaki. On s'y attend donc pas en Suisse. Et rien n'a été préparé pour cette arrivée. Dans la presse, j'ai feuilleté la presse de l'époque,
à la fin janvier 1871, on annonce des victoires françaises, justement. On pense, en plus, on annonce que il y a l'armistice, donc tout est terminé. On va passer plus loin. Là aussi, on va peut-être passer plus loin. Dans la presse, on n'évoque pas du tout cette arrivée. On est pris de court, et c'est le premier que par télégramme, on apprend à Fribourg qu'on va devoir accueillir des milliers de soldats parce qu'il faut les éloigner le plus vite possible de la frontière. On a parlé tout à l'heure, la Prusse, Bismarck accepte en effet le désarmement, tout ça, mais on a quand même quelques arrière-pensées du côté, on craint des arrière-pensées du côté des Prussiens, le Châtel qui avait été prussienne, etc. Donc, faut éloigner le plus vite possible ces gens et les faire venir à l'intérieur du pays. Et donc, dans la nuit, sur les bords de la Sarine, du 3 au 10 février, il y aura 17 000 Bourbakis qui sont affectés au canton de Fribourg. C'est absolument énorme. 8 000 vont transiter par la ville de Fribourg. Je vous rappelle qu'à l'époque, la ville de Fribourg, c'est 10 000 habitants. Donc, on va réquisitionner tous les bâtiments, le pensionnat, la grenette, enfin, tout ce qu'on peut, on réquisitionne en catastrophe. Et on va nommer un colonel qui était au service de Naples, qui était Eugène de Buman, pour assurer l'internement, que ça se passe dans de bonnes conditions. Lui-même, d'ailleurs, est lié avec la Croix-Rouge. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on en parle très peu. Moi, j'ai été travailler sur les protocoles du conseil communal. Le mot Croix-Rouge n'est pas évoqué à un seul instant. Je pense qu'il y a un petit côté avec effet rétroactif. Hein. C'est ensuite qu'on a un peu plaqué. Parce que là, en fait, l'aide qui va être apportée aux Bourbakis est en fait extrêmement spontanée. Et on peut le comprendre. Il y a des liens extrêmement étroits, traditionnels, entre Fribourg, la ville, le canton et la France. Vous savez que c'est à Fribourg qu'on avait signé l'alliance, la traité de paix perpétuelle en 1516. On l'avait renouvelé encore en 1803. Fribourg a accueilli énormément de Français réfugiés, certaines tendances politiques, plutôt à droite et catholique au fil du temps. C'est-à-dire, en clair, les émigrés pendant la Révolution, des milliers. Donc, on avait cette tradition-là. Après 1830, donc on avait encore, c'est encore pas très loin, hein. Après 1830, après la chute de Charles X, énormément de centaines de familles françaises s'étaient installées dans le canton de Fribourg, des légitimistes. Donc là, on avait cette tradition-là qui vient là-dessus, vous avez remarqué, transition, parce qu'en même temps, il y a une transition entre l'influence française traditionnelle. On est très attaché à Fribourg et la Suisse était très attachée à la France, une puissance plutôt amie qui n'était pas forcément dangereuse sur le plan militaire, hein, traditionnellement, tandis que cette puissance montante prussienne, comme pour l'Autriche autrefois, représente un danger. Donc, c'est un moment de transition aussi. Hein, quand on parle de la neutralité, moi, j'ai une définition de la neutralité, un état de non-belligérance favorable à la puissance dominante du moment. Et là, c'est le moment où c'est l'Allemagne qui va prendre le relais de la France. La France n'a plus cette influence, elle ne la retrouvera plus, malheureusement pour elle. Et c'est l'Allemagne qui prend ce relais-là, et on en prend acte. Et grâce finalement à la Croix-Rouge, hein, c'est étonnant, on a un atout supplémentaire pour crédibiliser cette neutralité. Et là, les Fribourgeois, c'est un petit peu le chant du cygne. Cet accueil des Français à Fribourg, on prend acte quelque part de cette grande amitié qui existe entre les Français, la France et Fribourg, et en même temps, on prend acte du fait que la France n'est plus en état de ce qu'elle a pu être autrefois, justement, quand elle avait même envahi la ville de Fribourg en 1798. Donc, dans la confusion, les titres d'ailleurs sont très évocateurs, une confusion charitable et généreuse. C'est comme ça qu'on a souvent intitulé l'arrivée des Bourbakis à Fribourg. Il y a aussi les chevaux, naturellement, qu'on accueille, 628 chevaux, qu'on va s'empresser de vendre. Et on dit souvent, c'est une tradition dans le canton de Fribourg, de dire que grâce aux Français, on a pu renouveler le cheptel. Les chevaux, ça a à nouveau donné un
une impulsion. Et d'ailleurs, longtemps, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, on appelait les chevaux les meilleurs. Alors, les pires aussi, c'est étonnant, dans certains endroits, parce que forcément, ils arrivaient avec des canassons qui étaient particulièrement, certains en état de délabrement, mais ceux qui étaient en très bon état se vendaient très cher, des centaines de francs, ce qui à l'époque est énorme. 100 francs, représente 1000 francs d'aujourd'hui peut-être. Hein. Et donc, quand on disait bourbaki, ça voulait dire un cheval, soit vraiment un cheval à incarnation qui valait rien, soit au contraire un magnifique cheval. Là, je remonte de ce que tout le monde connaissait, ces fameuses images, je vais passer. Dans la presse, voilà, on a un peintre à Fribourg qui s'appelle Reichlen, beaucoup de peintures de lui d'ailleurs au musée gruyérien. Je vous recommande la visite de ce musée au musée d'art et d'histoire de Fribourg. Joseph Reichlen, peintre fribourgeois, très connu chez nous, qui a justement fait par exemple cette gravure où on voit bien entendu l'état dans lequel se trouvait, un état absolument épouvantable. Ça aussi, ça a marqué les esprits, hein, parce qu'on avait eu l'habitude à Fribourg de voir arriver de tiers soldats, les soldats de la Révolution, les soldats de l'Empire, et puis là, on les voit arriver, on prend finalement acte de cet état de déliquescence dans lequel se trouve la France quelque part à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est des tableaux justement issus de choses. Là, c'est intéressant. Un nouveau dessin de Reichlen. Nous sommes dans la cour du collège Saint-Michel. Vous savez que le collège Saint-Michel, c'est le collège fribourgeois de la ville de Fribourg par excellence, un magnifique collège, d'ailleurs que l'on peut toujours voir dans cet état-là. Et dans la cour, il a fait ce croquis qui montre, c'est un croquis que nous avons découvert récemment, croquis qui montre donc la population fribourgeoise qui accueille à bras ouverts. Alors il y a quelques légendes quand même qui entourent la présence de ces bourbaki. On dit qu'ils avaient apporté quelques maladies. Et par exemple, le typhus, la vérole, préexistait à leur arrivée. C'est un phénomène européen à l'époque. Il y avait eu pas mal de maladies de ce genre. Et peut-être que leur présence a accentué la chose. D'ailleurs, plusieurs dames patronesses, patriciennes, issues de la bonne société, qui avaient accueilli, qui avaient aidé ces gens, avaient été mortes de ces suites. Alors, il y a une chose qui est assez émouvante, c'est parmi les personnes qui ont le plus aidé à l'accueil des bourbaki, il y a eu un exilé qui s'appelle Oswald Korwin-Szymanowski, 1819-1895, qui était le fils d'un général polonais, héros de l'insurrection polonaise, s'était réfugié en Suisse. D'ailleurs, il a vécu aussi à Genève. Il finira ses jours à Genève et qui était installé à l'époque à Fribourg. Fribourg, bien sûr, ville catholique, traditionnellement accueilli aussi pas mal de ces réfugiés polonais. Et on a des pages entières de nos protocoles consacrés à ce Szymanowski. Donc, vous voyez, un exilé qui accueille d'autres réfugiés. Il avait un peu d'argent, il a créé une ambulance. Alors, une ambulance, c'est une sorte de petit hôpital de campagne, hein, et il avait fourni des chaussettes, des bas, de l'aile, enfin, de tout ce qu'on peut imaginer, des chaussures, parce qu'ils étaient complètement ils étaient arrivés quasiment sans chaussures. Lui, il arrive à trouver tout ce qu'il peut, il rassemble tout cela, et d'ailleurs, il refusera même d'être remboursé, parce qu'il ne faut pas oublier que notre accueil suisse a été extrêmement généreux, mais que les Français ont tout remboursé. Et même je crois même un peu au-delà. Les 12 millions, c'est pour pas penser que c'est 12 millions d'aujourd'hui. Hein, c'est 12 millions de l'époque. Une maison à l'époque coûtait 5000 francs. Peut-être pas à Genève, mais chez nous, oui. Donc, vous voyez les proportions, hein, vous pouvez facilement multiplier par 10 le chiffre. Donc, c'était un accueil qui a été extrêmement important, qui a été donc remboursé. Je voulais dire aussi qu'il y avait eu, on parle de la neutralité suisse, il y a aussi des Suisses qui ont participé à la guerre de 1870-71 du côté français, de tradition. Vous avez là Ulrich Oxenbein, le Bernois, un des fondateurs de la Suisse de 1848 et qui s'était mis au service de Napoléon III et qui était à l'époque gouverneur de la ville de Lyon. Et l'ironie de l'histoire a voulu que l'un d'entre eux, de ces Suisses, revienne avec l'armée de Bourbaki et s'est fait interner en tant que membre de l'armée de Bourbaki. C'est Simon Castella, qui est un gruyérien,
et qui, d'ailleurs, après, vont participer à l'insurrection carliste en Espagne. Vous avez tout à l'heure les origines de la guerre de 1870. Là, il participe à plein de choses. C'est pas quelqu'un qui est bien combattre et qui était dans l'armée française, tout simplement, et qui avait accompagné l'armée française dans sa déroute et qui a été interné dans le canton de Fribourg alors que lui-même était fribourgeois. Donc, ça, c'est assez étonnant de voir cela. Faut pas s'y tromper. La présence dans le canton de Fribourg, c'est dans tout le canton. Je parle de la ville parce que moi, je travaille pour la ville. J'ai fait plusieurs articles dans le 1700. Si vous voulez, vous pouvez vous remporter, aller sur le site du journal communal de la ville de Fribourg qui porte le code postal 1700. Comme ça évite de mettre en français et en allemand. On l'a directement. On peut le lire comme on veut. Nous avons consacré à plusieurs reprises des textes là-dessus. Là, vous avez justement la place de l'hôtel de ville avec l'arrivée des Bourbaki, donc c'est notre place centrale. Vous avez la maison de ville à gauche qui est la maison de la ville de Fribourg et l'hôtel de ville, contrairement à ce que son nom indique, c'est le siège du Parlement cantonal et la fameuse place du Tilleul de Morat que vous voyez. Voilà un tableau donc on l'a bien représenté de manière iconographique. Hein. Quand on voit par exemple la Révolution, on a peu de tableaux du temps de la Révolution. Tandis que ça a vraiment marqué les esprits. Je crois que c'est les Bourbaki, ce conflit a profondément impressionné les gens. On a laissé d'ailleurs des tas de choses en Suisse. Là, c'est un tambour de la garde impériale française. Bourbaki était commandant de la garde impériale avant la chute de Napoléon III, qui se trouve à Thun. Au château de Morges, on a exhumé un magnifique coffre qui est là où on mettait le trésor, la paye des officiers. Là, vous avez plusieurs images. Donc, j'ai mis, je crois qu'on l'avait déjà montré aussi par rapport. Là, c'est une image fribourgeoise. Ils ont été aussi internés dans l'abbaye d'Autribe. Donc, c'est une très, très belle abbaye que vous pouvez visiter encore de nos jours. Et voilà, c'est une photo. Vous voyez d'ailleurs les habits caractéristiques, une sorte de zouave tout à droite. Ça a d'ailleurs entraîné des effets secondaires terribles. À Morges, il y a eu l'explosion de l'arsenal. Hein. Voilà un tableau très important. C'est le départ des Français. C'est Auguste Bachelin. Alors, Bachelin, c'est quelqu'un qui a extrêmement peint cet événement. Ça l'a beaucoup impressionné. Il était d'ailleurs presque obsédé par la beauté de certains uniformes des zouaves, de ce qu'on appelait les turcos, justement, les turcos, là. Ces gens venant des spahis d'Afrique du Nord. Et là, c'est un tableau emblématique. Nous sommes devant l'hôpital des Bourgeois, donc au cœur de la ville. Sur la gauche, d'ailleurs, vous voyez la maison où habitera plus tard l'écrivain Gonzague de Reynaud. Et là, c'est le départ. Il rentre. Donc, il rentre à partir du 15-16 mars. Ils rentrent en France. Ils vont passer par Vevey. Ils vont s'embarquer là-bas. Et donc là, on voit le départ. Et là, on a mis en scène, c'est intéressant de voir, on a consacré, il y a eu dans l'explication de la Société d'histoire du canton de Fribourg, les annales fribourgeoises, tout un article sur Adieu les Bourbaki par Jean Steinhauer, et qui a décrit ce fameux tableau. Et vous voyez, par exemple, je parlais d'Eugène de Dumont avec ce beau cheval blanc. Eh vous voyez, il est représenté. Donc, on a voulu représenter à la fois ces officiers, Reynaud, Muller. Il y avait un Muller aussi qui a participé à l'internement. Donc, c'est à la fois, vous voyez, tout le Gotha de Fribourg, hein, l'ancienne aristocratie aussi de Fribourg qui était dominante tardivement encore dans le 19e siècle, qui s'est représentée dans ce tableau preuve que c'est un événement important pour eux. Et au premier plan, d'ailleurs, vous avez ces fameuses dames, justement, qui avaient aussi largement contribué, puisqu'elles ont même payé certaines de leur vie. Et là, vous voyez la mise en évidence par Bachelin, vous voyez, aux avant-postes, les troupes hétéroclites venant, là, cette fois été pour les Fribourgeois l'occasion d'un premier contact
avec des gens venant d'Afrique du Nord, d'une culture tout à fait différente. C'est une des premières fois, la ville de Fribourg, citadelle du catholicisme, hein, entourée de protestants, vivait un petit peu, bon, maintenant il y avait le chemin de fer depuis peu de temps, mais on vivait quand même entre soi, donc de voir arriver ces gens venant de partout, de toute la France, hein, il y avait, on a eu tout un régiment venant du Gers, on se demande pourquoi on pourrait même se jumeler avec ces gens-là, tellement il y a eu une présence importante dans le canton de Fribourg de gens venant du sud de la France et d'autre part. On a eu pas mal de morts, on l'a évoqué tout à l'heure, 1000, je ne sais plus combien. Là, dans le canton de Fribourg, il y en a eu 134, il y avait une sorte d'hôpital qui avait été créé au Nègre, c'est au bas de la ville, près de la Sarine. Et là, on avait créé un cimetière immédiatement pour les enterrer. Là, voilà encore une autre image du départ de ces Français. Et ça, c'est une jolie caricature qui avait été faite à l'époque parce que ils étaient arrivés complètement dépenaillés, etc. Et puis ils étaient repartis. Donc cette caricature avait été largement diffusée dans la presse de l'époque. Et donc elle n'est pas méchante, elle montre que voilà, ils ont pu repartir très gaillardis, mais il n'empêche quand même qu'il y en a 134 qui sont morts. C'est pour ça qu'on avait créé un monument qui ensuite avait été transféré. Vous voyez, par exemple, là, il y avait le 60e régiment de marche qui avait été cantonné au pensionnat et au collège Saint-Michel. Je vous ai montré tout à l'heure l'image de Saint-Michel. Ils avaient édité cette médaille qui se trouve au musée d'art et d'histoire de Fribourg. C'est un très beau musée, je vous recommande d'aller le voir. C'est les militaires français aux dames fribourgeoises, 1871. Charité, dévouement, bien sûr une connotation religieuse. Et pour nous, fribourgeois, c'était quelque chose d'important d'entendre ça, d'autant plus que c'était accompagné d'un mot de Thiers qui avait été extrêmement sympathique pour Fribourg. Il avait transmis à Thiers, Thiers avait transmis un mot de félicitations, de remerciements pour l'accueil à Fribourg qui avait été vraiment très très remarqué à l'époque. Suite à cela, donc, on a créé pas mal de monuments parce que partout il y a eu des morts, bien entendu. Et là, vous en avez un, ça c'est celui qui était à Lausanne. Et vous avez celui-là qui est à Bulle, cimetière de Bulle, parce que j'ai consacré aussi un article dans la Gruyère sur l'accueil des Bulle accueille les Bourbaki. Et là aussi, il y en a eu quand même plusieurs centaines. D'ailleurs, au début, la population, elle n'était pas très, se montrait pas toujours, parce qu'on leur demandait d'apporter des tas de choses. Puis, le canton de Fribourg n'est pas un canton riche. Hein. C'est des gens qui vivaient un peu sur la limite. Ils travaillaient dur, ils n'avaient pas forcément beaucoup de choses à offrir. Et il fallait un peu les pousser au départ, mais après, quand ils ont vu arriver ces gens en grand nombre, ça s'est bien passé. On les a même utilisés pour les travaux des champs. À un moment donné, bon, c'était en fait au début mars, donc il y avait pas, mais quand même, on les a fait travailler, mais il fallait pas qu'ils fassent concurrence à la population locale. Donc c'était un petit peu des fois des sentiments un petit peu mitigés. Et donc le monument de Fribourg, c'est celui-là qui existe toujours, mais qui a été transféré au cimetière de Saint-Léonard. Et d'ailleurs, il a perduré parce que on a mis aussi les noms, on a inscrit aussi les noms de ceux qui étaient morts, réfugiés à Fribourg ou internés militaires à Fribourg pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, à l'arrière de ce monument, vous avez le nom de Saint-Exupéry. Parce que Saint-Exupéry avait vécu à Fribourg entre 1915 et 1917, quand il était plus jeune. Et donc, il avait été à l'école à la Villa Saint-Jean. Et d'ailleurs, je lui ai consacré une biographie. Nous avons consacré, nous avons consacré aussi Fribourg. On n'a pas oublié les Bourbaki. Et quand une association des Bourbaki a voulu célébrer, faire un parcours didactique, peut-être tout à l'heure quelqu'un va en parler. Non, Madame Beren, c'est pas prévu. Voilà, c'est ça. Donc je vais pas effleurer cela, mais Fribourg y a participé avec un tout grand panneau. Quand vous arrivez du côté depuis la France, vous tombez sur ce panneau. Vous voyez qu'on reprend
plusieurs images que vous avez pu voir précédemment et où on explique en français et en allemand l'accueil des Fribourgeois. Et lors de l'inauguration, je crois que c'était en 2015, ça c'est les autorités de la ville de Fribourg, avec le syndic M. Clément, qui est présent aussi, on avait participé activement à la préparation de ce monument. Dernièrement d'ailleurs, à Rueil-Malmaison aussi, nous avons présenté la présence fribourgeoise dans la guerre de 1870-71. Rueil-Malmaison est une ville jumelée avec Fribourg. Je m'occupe du jumelage pour la partie fribourgeoise. Et vous savez que Rueil a joué un rôle important pendant la guerre de 1870, puisque la dernière tentative pour rompre l'encerclement de Paris en janvier 1871, c'est la bataille de Buzenval, qui va être un échec total et on n'arrivera pas à rompre. C'est pour cela que, suite à cela, les Français vont réclamer l'armistice parce qu'ils ne peuvent plus tenir Paris. Paris, vous savez, encercler Paris, devait manger des rats, etc. Et donc, nous avons consacré, il y a une partie qui est consacrée à la présence, voilà, vous voyez, de l'armée de l'Est et Fribourg, où tout est, on l'a expliqué, contextualisé. Il y a plusieurs panneaux. Vous trouvez d'ailleurs des images que je vous ai précédemment montrées. J'aimerais aussi insister sur le fait qu'il y a eu des moments assez pathétiques. C'est que un de ces Bourbaki avait perdu une bourse dans laquelle il y avait 16 francs dedans et on ne savait pas qui elle était. Et tout à coup, il y a eu quelqu'un qui est venu d'une commune française qui s'appelle Peltre. Nous sommes en Moselle, et donc un village qui va être annexé ensuite à l'Allemagne et qui avait subi une première bataille durant l'automne et une deuxième bataille un peu plus tard, autant vous dire qu'elle avait été complètement dévastée. Et il demandait si on pouvait les aider. Et avec l'argent de ce Bourbaki, avec un petit supplément donné naturellement par la commune de Fribourg, eh bien, on les avait aidés et ça nous a un peu émus. Dans leur journal communal, ils l'ont mis. Là, ils ont consacré l'année dernière un journal, une édition anniversaire des combats auxquels ils avaient. D'ailleurs, ils ont subi à nouveau les mêmes combats durant les deux autres guerres. D'ailleurs, c'est étonnant. Ça a été considéré comme un des plus beaux, un des villages, le village de France où il fait le meilleur vivre. À l'heure actuelle, cette année, pour l'année 2020 ou 2021. Et donc, dans le journal Info de Peltre, ils ont raconté cette anecdote qui avait un petit peu troublé, quoi. Ils n'avaient pas connaissance de cela. Et bien sûr que là, je vais passer rapidement sur ces images que vous connaissez tous. Voilà, ça c'était justement les Bourbaki. Que puis-je vous dire encore sur ce sujet important? Donc Fribourg, le lien avec la France, il a toujours été traditionnel, très très fort, et encore maintenant, d'ailleurs, c'est pas pour rien que le seul jumelage que nous avons avec une ville à l'extérieur, c'est Rueil-Malmaison. Donc, je voulais vous signaler aussi, peut-être, je ne sais pas si Madame Beren le fera, que dans les mémoriaux Bourbaki en Suisse, il y a eu un livre qui a paru de Dominique Vaquer sur les dizaines qui existent à travers toute la Suisse de monuments liés au Bourbaki, et il y a justement ceux qui sont présents dans le canton de Fribourg. Alors, Fribourg aura l'occasion aussi d'accueillir à nouveau des réfugiés pendant la Première Guerre mondiale, des enfants, des soldats malades qu'on va accueillir. C'est là qu'on voit d'ailleurs la francophilie par rapport à la partie alémanique allemande plutôt de la Suisse qui était plutôt pro-allemande pendant la Première Guerre mondiale, je précise bien, pas pendant la deuxième, mais pendant la première. Tandis qu'à Fribourg, on avait voulu montrer notre attachement à la France, on parlait de ville romande. C'est assez étonnant parce que un tiers de la population parle allemand à l'époque, hein, c'est moins, mais à l'époque c'était un tiers de la population, mais on voulait affirmer notre côté roman, donc on avait accueilli dans la gare de Fribourg énormément de Français, et je ne parle pas bien sûr après en 1940, énormément de Français et de Polonais justement
vont être accueillis. Il y aura même un camp universitaire polonais. Donc la tradition humanitaire de la ville de Fribourg a toujours été très importante. Ville pont entre les langues. On a toujours su ce que c'était d'émigrer nous-mêmes. Les Fribourgeois ont émigré en masse. Nous sommes à Genève, on sait quelque chose. Combien de douaniers sont d'origine fribourgeoise à Genève? Et donc, voilà. Et c'est pour cela que ce lien est très fort. Je n'ai pas voulu faire trop long. J'espère que ça va. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Alors, ils sont partis plus tard. Enfin, première question, on mourrait à ce moment-là beaucoup plus de maladies. Ça, c'est évident. On a parlé justement de la variole, le typhus. Ça a fait des ravages absolument inouïs. Et la plupart des morts qui ont eu lieu en Suisse sont dus aux maladies et beaucoup moins aux suites des blessures. Et la deuxième question, c'était... Alors, ils sont partis plus tard, hein, d'ailleurs. Les blessés, on les a accueillis plus tôt puisqu'ils sont arrivés en train, hein, mais ils sont repartis, là, quand je montre l'image du 16, certains sont repartis jusqu'à la fin du mois. J'ai oublié d'ailleurs de dire quelque chose d'important, c'est assez pathétique, on a retrouvé quelque chose d'étonnant. Il y a un garde national neuchâtelois qui a écrit ses souvenirs pendant qu'il était neuchâtelois, mais il était garde national à Paris. Et il raconte ses souvenirs du siège de Paris et de la commune de Paris. Et il est tout étonné, à un moment donné, de voir arriver un ancien Bourbaki, parce que là, les Bourbakis sont repartis au mois de mars, mais beaucoup se sont retrouvés à Paris au mois d'avril. Et c'est la commune de Paris. Vous savez que c'est le 150e anniversaire, là en ce moment même, hein, d'ailleurs, de la commune de Paris. Et certains ont gagné les rangs des révolutionnaires, enfin voilà, des communards. Et tout à coup, il est étonné de voir arriver un de ces Bourbakis avec un costume traditionnel bourgeois. Parce on les avait habillés, même certains avaient même des tenues de femmes. Sur le moment, on ne savait pas quoi leur donner. Je voulais donner cette anecdote, c'était étonnant. Et certains avaient même, on ne savait pas quoi donner ces dames bourgeoises. Alors, elles donnaient même des habits féminins parce que certains étaient bon chaud, quoi, tout simplement. Hein. Si vous allez au musée Guillerien, vous verrez qu'il y a de magnifiques tenues et ça tient. On voit que c'est des tenues qui mais chaud, quoi. Donc, en cet hiver, on est quand même en février, hein, je rappelle, 1871, il n'y avait pas encore le réchauffement climatique, et donc, il faisait extrêmement froid, et donc, certains avaient mis des costumes féminins. Heureusement pour ces gens-là, ils avaient des costumes fribourgeois, certains, donc c'est étonnant, pendant la Commune de Paris, et alors c'est un petit peu triste, parce qu'on sait que deux d'entre eux, lui raconte justement ça, que deux d'entre eux, lors de l'arrivée des Marseillais, ont été fusillés, tout simplement terrible par les Versaillais. Vous savez qu'il y a eu une répression absolument féroce. D'ailleurs, moi qui suis spécialiste de la Révolution française, quand on me dit toujours oui, la terreur a fait des milliers de morts à Paris, je rappelle que la répression de la Commune en quelques jours a fait bien plus de morts que la terreur à Paris. Et c'est un fait que généralement on n'aime pas rappeler. Mais là, justement, on a ce témoignage d'anciens Bourbakis. Donc, certains de ces Bourbakis, finalement, voilà, se sont retrouvés encore dans des combats, dans d'autres combats ultérieurs. Et puis, sans doute, certains étaient après du côté même des Versaillais, naturellement. Alors, Madame Monique Dunant, qui est descendante d'Henri Dunant. Pas moi. Oui. Mon mari. Votre mari. Vous avez une anecdote, une très belle anecdote à nous raconter sur l'arrivée d'un Bourbaki aux Verrières. Ouais. Il était dans toute l'armée, parmi tous les autres, bien sûr, j'imagine, forcément. Mais mon grand-père, je ne l'ai pas connu, mon grand-père, qui est décédé dans les années 20, Auguste Rosselet, il vivait dans la deuxième maison. Quand on entre aux Verrières, depuis la France, la deuxième maison, c'était leur maison. Et à un moment donné, mon grand-père avait 9 ans, il est venu vers
il est rentré dans la cuisine et il a dit à sa mère, maman, un homme dort dans la grange. Et alors, on est allé voir et c'était un des Bourbaki qui était mort. Cette armée tellement démunie et dépravée qui était mort là, entré dans la grange. Alors évidemment, c'est une anecdote qui fait partie des anecdotes de la famille. Mon grand-père Auguste Rosselet, je tiens à préciser qu'ils se sont très bien comportés. Il n'y a pas eu de. On parlait de 88 000, 400 000, parce que souvent on évoque souvent des réfugiés qui ont des comportements pas toujours très corrects. Là, on n'a pas d'exemple de débordement particulier de la part de ces Bourbaki. Ils étaient pourtant plus très bien encadrés. Les officiers avaient été séparés rapidement. Mais là, voilà, ils se sont bien comportés. Et je me rends compte que dans la famille, on a toujours parlé des Bourbaki avec respect, toujours. Je recommande la lecture de cet ouvrage. Ouais. C'est Gérard Tissot-Robe et Paul-André Joseph. Ils sont d'ailleurs de ce point. Ils habitent juste à côté du côté suisse, de du côté français, derrière Dejoux, ont écrit les Bourbaki, une page d'histoire franco-suisse. Et j'en ai fait la préface. Et on voit vraiment comment ça s'est passé, cette arrivée, les derniers combats de la Cluse. C'est vraiment un ouvrage passionnant que je vous recommande. Merci Alain Jacques. Merci de votre attention. Et cette petite anecdote de Monique Dunant, en fait, me fait une jolie transition. Et je propose peut-être de donner la parole maintenant à Marie-Lise Saillard, qui est de l'association Bourbaki-les-Verrières, qui est la coprésidente du comité d'organisation du 150e, qui aurait dû avoir lieu le 31 janvier cette année, je crois, Marie-Lise. Le 30, oui, ça aurait dû avoir. 30, ouais, et qui a été reporté. Et je vous laisse la parole. Merci, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous faire un très bref rappel sur ce qu'est notre association. Donc, l'association Bourbaki-les-Verrières, elle est née il y a environ 7 ans. Elle compte plusieurs centaines de membres maintenant. C'est essentiellement des particuliers. Il y a également des collectivités et puis des associations qui nous ont rejoints. Nous, notre principale action depuis notre création, ça a été la création d'un parcours didactique, un sentier qui s'étale sur quelques kilomètres dans le village des Verrières, justement pour permettre aux visiteurs de se rendre compte de ce qui existe encore aujourd'hui dans le village et qui existait à l'époque. Et puis, on a quelques stations aussi qui montrent par le biais de panneaux comme celui de la ville de Fribourg dont a parlé Monsieur Tornard tout à l'heure, différentes actions qui ont été menées. Vous avez la citation des 188 communes qui ont accueilli des soldats de cette armée à l'époque, répartis dans toute la Suisse sauf au Tessin. Vous avez un ancien wagon qui a été aménagé pour pouvoir accueillir quelques personnes qui veulent faire une petite étape et où vous trouvez à l'intérieur des panneaux d'explication aussi. Enfin voilà, ça nous permet de faire vivre un peu cette mémoire dans le village des Verrières qui a été celui qui a accueilli le plus gros contingent de soldats qui ont traversé la frontière à cette époque-là. Nous avons au sein de l'association une devise qui n'est pas sans rappeler celle de la Croix-Rouge aussi. C'est humanité, hospitalité et neutralité. Ça, c'est un peu les maîtres mots qui nous guident dans nos actions. Alors, outre l'entretien du parcours que l'on essaie de réaliser au mieux chaque année et puis de l'agrémenter aussi quand c'est possible, on fait une célébration annuelle le 1er février, donc à la date où la Convention des Verrières a été signée en 1871. Donc, chaque année, on commémore cet événement parce qu'effectivement, la convention entre le général Herzog et le général Clinchamp a été signée aux Verrières. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation de Monsieur Bosson une photographie du bâtiment qui existe encore aujourd'hui au cœur du village avec une plaque commémorative sur la façade pour rappeler ça. Cette convention donc qui a été signée le 1er février 1871 puisque cette armée était exclue de l'armistice signé donc 3-4 jours plus tôt. Nous
essayons de faire quelques animations et nous avons des collaborations avec d'autres associations au fil du temps, quand c'est possible. Et puis, bien sûr, on avait préparé un gros programme pour cette année, puisque nous fêtons le 150e anniversaire de cet événement. Et puis, comme tout le monde, on a été bien perturbés dans nos préparations et surtout dans la réalisation, la concrétisation de tout ça par la crise sanitaire. Le 30 janvier de cette année, nous aurions dû nous retrouver pour fêter tout ça, pour célébrer, pour marquer vraiment cet anniversaire. Et puis, nous avons décidé de reporter l'événement. Dans un premier temps, le comité pensait le reporter à l'automne. Et puis, lors d'une de nos dernières réunions, on s'est quand même dit qu'il serait peut-être préférable de repousser encore un peu plus loin parce que la situation à l'automne, on ne sait pas s'il sera possible de faire, combien de personnes il sera possible de réunir à l'intérieur, etc. Donc, on laisse le temps au temps et puis on se dit que finalement, repousser d'un an et retomber dans la période d'anniversaire, ce serait peut-être pas si illogique que ça. Donc, je vous l'annonce aujourd'hui. Vous pouvez tous noter ça sur vos agendas. C'est la date, cette fois, du samedi 29 janvier 2022 qui a été retenue pour faire cette journée de commémoration. Alors, on ne sera plus dans l'année du 150e, mais enfin, on sera dans la période qui correspond à ce qu'ont vécu, en tout cas la période de l'année qui correspond à ce qu'ont vécu les soldats accueillis à ce moment-là. J'espère que certains d'entre vous pourront faire le déplacement. Pour cette commémoration, je vais vous donner aussi quelques petits détails sur ce qu'on a prévu. Donc, le programme, il a été conçu de manière à être assez varié pour peut-être plaire à un maximum de monde, que chacun y trouve son compte, que des familles avec enfants puissent profiter de certaines parties, que des gens qui sont un peu plus pointus au niveau historique puissent aussi profiter de tout ça. Enfin, voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez large. Avec d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sera une journée franco-suisse, puisqu'on a voulu associer la commune des Verrières de Joux, donc la commune qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière. Il y a une partie du programme qui se déroulera sur cette commune. Le reste se fera au centre du village des Verrières, au temple également. Et puis, on aura un passage symbolique de la douane avec des groupes historiques pour recréer un petit peu l'ambiance de l'époque et ce qui a pu être fait à l'époque. Des groupes historiques, nous en aurons 4. 2 Suisses, 2 Français, donc il y aura des gens en costume, il y aura des tirs de canon, il y aura un peu de musique, ça pour mettre un peu l'ambiance, des animations musicales avec une chanteuse et 2 musiciens, des animations théâtrales avec des petites scènes qui seront jouées le long de notre parcours. Nous avons des expositions qui sont prévues, une expo photo notamment qui est tirée du livre. Alors je vais faire comme Monsieur Tornard, je vais vous tirer du livre de Dominique Vaquer-Cao qui vient de paraître. Dominique Vaquer-Cao, c'est une photographe, c'est une personne qui est amateur, mais qui vraiment est très douée dans ce qu'elle fait et qui a parcouru toute la Suisse pour photographier tous les monuments qui existent et qui sont érigés à la mémoire des soldats de l'armée Bourbaki décédés sur le territoire suisse. Donc, elle a tout photographié, elle a tout répertorié. Ça représente 162 lieux, je crois. Il y a 123 monuments qui sont encore visibles dans 24 cantons et ça représente, elle a répertorié aussi le nom, elle est allée dans les archives communales, elle a fait vraiment un gros boulot. Il y a 1763 noms de soldats français décédés en Suisse à cette époque qui sont répertoriés dans ce bouquin. Donc, avec Dominique, nous avons sélectionné une petite vingtaine de photos issues de ce livre que nous reproduisons un peu plus grand et que nous exposerons le jour de la manifestation, donc le 29 janvier 2022. Et Dominique sera présente pour parler de son travail, de sa démarche et vous raconter quelques anecdotes si vous le souhaitez là-dessus. Nous avons entendu tout à l'heure Pierre Bosson qui nous fait aussi la gentillesse de venir participer à cette journée et qui lui sera également dans la salle de l'hôtel de ville des Verrières où se trouve la reproduction du panorama Bourbaki qui est à Lucerne. Donc nous, on a fait une repro en plus petit mais qui tient quand
même une certaine place dans la salle. Et comme Pierre Bosson est très pointu sur Édouard Castres et sur ce panorama, il sera là également pour faire profiter les visiteurs de ses connaissances. Il sera là pour répondre aussi aux questions et éclairer tout ça. Nous aurons également une exposition proposée par l'association française du côté de Besançon qui s'appelle Avalfort. Là, ils nous ont fait, pour le 150e, ils ont fait une double exposition d'ailleurs sur la guerre de 1870 avec notamment une partie de panneaux sur cet événement lié à l'armée Bourbaki. Donc, ils viennent nous présenter tout ça. On aura également la conférence d'un historien un historien local qui s'appelle Daniel Longchamp. Voilà pour la partie un peu plus sérieuse. Et puis, je vous l'ai dit, de la musique, voilà, un peu de convivialité, du théâtre, apéritifs et soirées officielles, et puis évidemment des produits dérivés pour un peu marquer tout ça et puis satisfaire des gens qui voudraient ramener un petit souvenir chez eux. On a fait fabriquer des brassards, les mêmes brassards rouges avec la croix blanche que vous pouvez voir sur les manches de soldats suisses sur des reproductions notamment d'Auguste Bachelin, différents tableaux comme ça. Donc on a fait faire des brassards comme ça en les faisant broder avec les dates pour l'anniversaire du 150e. Et puis, nous avons de l'absinthe, puisque nous sommes dans le Val de Travers. Nous avons de la bière estampillée Bourbaki, des chocolats Bourbaki, voilà, pour un peu faire plaisir à tout le monde. Voilà pour le programme de ce 29 janvier 2022. Et pour compléter et terminer, dans la série des petites expressions dont nous parlait Monsieur Tornard tout à l'heure, côté français, côté franc-comtois, j'ai appris récemment, je ne l'ai pas entendu moi-même dans une conversation, mais des journalistes qui sont venus faire un reportage le long du parcours, des journalistes de France 3 Besançon, m'ont dit qu'elles, dans leur famille, c'était courant d'entendre leur maman leur dire quand elle trouvait quelque chose de très désorganisé, un peu quand c'était un peu le bazar, ils disaient « Oh là là, mais c'est vraiment l'armée Bourbaki ici ». Donc voilà, c'est encore une expression de plus pour, pour ajouter à votre petit lexique. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie-Lise. Et salutations à tous les membres de l'association Bourbaki-les-Verrières. Je n'y manquerai pas, merci. Alors, Marie-Lise nous a parlé des tirs au canon qui seront faits l'année prochaine et du coup, ça me fait une transition avec notre vice-président qui est le commandant des groupes d'artillerie historique genevois, donc Jean-Pierre Barras, qui est vice-président des Salons du Four et qui va juste revenir pour conclure sur deux cas d'accident. Un a été brièvement évoqué tout à l'heure. Et puis, juste avant de lui passer la parole, j'aimerais juste revenir sur ce timbre magnifique qui a été fait par la Poste suisse, qui est assez magique parce que vous chargez sur votre téléphone une application, une Poste d'Union App, et puis vous avez un scan. Et si vous passez le scan sur le timbre, vous voyez l'image, en fait, comme si vous étiez un petit peu au panorama Bourbaki. Et voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore visité le panorama Bourbaki à Lucerne, allez-y, parce que c'est juste magnifique. Mais en attendant, si jamais, passez à la Poste et achetez ce timbre, c'est juste magnifique. À savoir que la Poste a équipé un deuxième timbre tout aussi magique, qui est un timbre de 1 franc sur l'ADN. Et vous voyez tourner l'ADN. Voilà, je passe la parole pour cette conclusion finale à Jean-Pierre Barras. Merci Marc. Alors le séjour et le retour des soldats de l'armée de l'Est en Suisse a été marqué également par des drames dont 2 sont plus précisément restés dans la mémoire collective. Donc le premier qui a été évoqué par M. Tornard et que nous remercions également Serge Lachat de nous avoir rappelé, c'était l'explosion de l'arsenal de Morges le 2 mars 1871. Donc cette explosion était provoquée par le fait que des soldats de l'armée de l'Est étaient employés à désamorcer des munitions à l'intérieur de cet arsenal
et il s'en est suivi une explosion, donc a rasé, comme vous le voyez, complètement les installations de l'arsenal, endommagé également la toiture du château de Morges, au second plan, et donc oui, tout ce qui reste des bâtiments et du contenu de l'arsenal, c'est des affûts de canons désintégrés et quelques restes de pièces d'artillerie. Donc cette explosion a fait 26 morts, en grande majorité des soldats de l'armée de l'Est. Et puis l'autre événement qui a eu des conséquences encore plus tragiques et qui s'est produit dans des circonstances qui auraient dû être joyeuses, c'est un accident ferroviaire qui s'est déroulé à Colombiers le 22 mars 1871, donc lors du rapatriement des soldats de l'armée de l'Est en France. La très grande majorité de ces soldats ont été rapatriés par voie ferroviaire, environ 60 000 soldats qui ont été répartis également dans une soixantaine de convois. Et puis un de ces convois qui emmenait environ 1 millier de soldats français dans leur pays, donc est passé en gare de Neuchâtel ce 22 mars sur le coup des 20 heures, où les soldats ont été accueillis joyeusement par la population. Et puis à la hauteur de la gare de Colombiers, une erreur d'aiguillage a envoyé ce convoi sur une voie de garage où était stationné un train de marchandises chargé de houille. Donc c'est à peu près aussi dur qu'un mur en béton, ce qui fait que le choc a été amorti par les wagons qui se sont écrasés les uns contre les autres. Donc on voit ici, c'est des photos qui ont été prises le lendemain, puis bien sûr l'accident s'est déroulé pendant la nuit. Le convoi avait traversé Neuchâtel à 20 heures. Et donc il y a eu énormément de victimes, 22 morts et 72 blessés pendant ce rapatriement de ces soldats de l'armée de l'Est vers le pays. On voit que c'est des wagons qui sont assez hétéroclites. Alors il semblerait qu'ils n'étaient pas tous vraiment bien adaptés les uns aux autres. C'est possible qu'ils venaient de plusieurs compagnies différentes. Et puis les tampons qui auraient dû amortir une partie du choc n'ont pas pu faire leur office parce qu'ils n'étaient pas nécessairement disposés à la bonne hauteur. Et puis ça peut aussi expliquer une partie des dégâts. Mais le fait que finalement le train a heurté quelque chose qui était à peu près aussi dur qu'un mur en béton suffit à lui seul à expliquer l'intensité des dommages qu'on voit sur ces photos. Voilà, puis peut-être pour terminer sur une note moins triste ou moins sinistre, une anecdote qui concerne les Bourbaki et le général Guisan. Alors, on est ici dans la maison du général Dufour, mais la salle dans laquelle nous sommes réunis est consacrée au général Guisan. Vous savez que son père était médecin de campagne, donc il devait se déplacer, il a forcément un cheval. Et puis, dans ses entretiens ou ses mémoires, Henri Guisan rappelle que ce cheval était en fait un Bourbaki. Et donc, lui-même a fait ses premières écoles d'équitation sur un cheval qui est arrivé en Suisse avec l'armée de l'Est. Voilà, merci. Merci Jean-Pierre. Voilà, on arrive au terme de cette présentation, de cette matinée en lien avec la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et il nous paraissait intéressant de parler d'un haut fait de la Croix-Rouge comme thématique de cette journée. Je vous remercie à tous et je vous souhaite encore une très bonne journée.